Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission. L'émission, c'est l'émission du grand débat, vous le savez, dans l'heure de Bachelot. Vous allez pouvoir intervenir en direct avec nos chroniqueurs et nos invités que je vais vous présenter dans un instant. Vous êtes intervenus sur la plateforme participative mec.org pour donner vos contributions. Vous me téléphonez au 01 41 41 10 20, au 4 26 26 pour vos SMS et le hashtag LHDB pour intervenir sur le sujet du jour, les sujets qui vous passionnent. Et aujourd'hui, c'est évidemment le 80 km/h. Et nous aurons un sondage exclusif OpinionWay sur le sujet. Et ce grand débat, d'ailleurs, il va continuer ce soir. N'oubliez pas le rendez-vous avec David Pujadas à 20h45. C'est la grande explication, c'est le grand débat que nous allons mener en partenariat avec RTL et Le Figaro. Et finalement, ce sera la discussion entre la France qui décide et puis la France de tous les jours, celle qui aussi fait la France. Je parlais du 80 km/h et si c'était à ce moment-là que toute l'affaire des Gilets jaunes avait commencé. Rappelez-vous, c'était en juin dernier, lors d'un déplacement du Premier ministre en Seine-Saint-Denis. Pour le dire de façon peut-être un peu triviale, l'objectif, ça n'est pas d'emmerder le monde. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de morts et moins de blessés graves. Et puis cette mesure, elle a symbolisé l'opposition entre une France urbaine qui peut utiliser les transports en commun ou qui n'a pas de voiture même, et cette France rurale qui est contrainte d'utiliser sa voiture pour aller au travail, pour faire ses courses ou conduire les enfants à l'école. Et ça a grogné. Ça avance pas. Des fois c'est plus dangereux qu'autre chose parce qu'il y en a un qui avance pas du tout, les gens ils veulent déboîter, alors voilà. 80 km/h, ça peut être bien dans certaines zones, mais pas dans d'autres. Il faudrait adapter, on va dire, la vitesse limitée en fonction du côté dangereux de la route concernée. Le RIC aurait été mis en place rien que pour les 80 km/h. Je pense que le gouvernement n'aurait jamais mis en place les 80 km/h. Les 80 km/h ont agi comme une sorte de mèche dans une poudrière et la question est posée si c'était le moment de revenir aux 90 km/h. Pour en discuter avec vous, Françoise Degois, journaliste. Bonjour Françoise. Ma chère Roselyne, bonjour. Ça va, c'est la forme. Bon, je très suis bien. contente qu'on débatte, j'adore ça. Philippe Géland, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes maire de Méricourt et président de l'association des maires ruraux des Yvelines, parce que dans les Yvelines, il y a des communes rurales, n'est-ce pas, monsieur le maire ? Bertrand Perrier. Bonjour Roselyne, bonjour. Bonjour Bertrand, avocat, auteur du best-seller « La parole est un sport de combat » que je conseille à tous, mais en particulier à ceux qui sont autour de ce plateau. On fera une séance dédicace. On en a Roselyne. besoin. Oui, il faut une séance dédicace. Bertrand et Sarah El Haïry, bonjour. Député MoDem de Loire-Atlantique. L'affaire est entendue pour les Français. Nous avons donc fait un sondage exclusif pour LCI par OpinionWay. Vous êtes 78%, oui, 78% à estimer qu'il faut revenir sur les 80 km/h. Nous y avions consacré de nombreuses émissions et les militants du 80 km/h, dont je suis, je annonce tout de suite à couleur, Moi aussi. n'ont jamais réussi à vous convaincre. Ça, il faut aussi l'avouer. Jamais. Ni l'argument de la sécurité, ni l'évaluation de l'impact minime sur les durées de trajet. Les opposants y ont vu surtout une machine à cash, un moyen d'encaisser des amendes. Alors, faut-il supprimer la mesure, la moduler, la conserver ? Emmanuel Macron ouvrait la porte dans l'heure à plus d'intelligence, disait-il. Édouard Philippe va le remercier au passage. Voilà, on écoute Emmanuel Macron. Donc il faut ensemble qu'on trouve sur ce sujet aussi, par le débat, une manière plus intelligente de le mettre en œuvre. Il n'y a pas de dogme. Au fond, l'objectif, c'est de réduire le nombre de morts sur les routes. Personne ne peut être contre. Bon, il y a des propositions qui ont été faites par le gouvernement. On voit bien qu'il y a une bronca. Est-ce qu'il faut dire qu'il faut tout arrêter ? Franchement, non, parce que je ne pourrais pas regarder les familles d'accidentés de la route dans les yeux si je vous disais ça pour vous faire plaisir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit mieux accepté, plus intelligent ? Sans doute oui.
Bon, Françoise, alors on est deux, là, on représente 20%, c'est pas... On va être des militants du 80 km/h, Françoise. D'abord, j'aimerais bien que ce grand débat, parce qu'on tourne beaucoup autour du 80 km/h, j'espère pour nous tous et pour ce pays que ce grand débat, qui est en émulsion un petit peu dans les petites, les grandes et moyennes communes, ne va pas atterrir sur les 80 km/h. Hein. On va pas sortir à la fin de ce grand chambardement général, après des heures et des heures de plaidoirie d'Emmanuel Macron avec 100 fiches, etc., qu'on va pas terminer sur les 80 km/h. Alors, un peu je le dis tout de suite. Positif. Moi, objectivement, je suis pour les 80 km/h. Pourtant, je connais très bien la province, j'en viens, les petits bleds des Hautes-Pyrénées, dans les endroits où on peut même pas, d'ailleurs, rouler à 80 km/h. Vous savez, on peut même pas atteindre. J'avoue, alors, on va dire peut-être que nous sommes déconnectés, Roselyne et moi, mais je vis beaucoup en province aussi. J'avoue que je comprends pas la bronca sur les 80 km/h. Je pense que cette bronca, c'est exactement comme celle qu'il y a eu quand on a obligé finalement les motocyclistes, dont je suis, à porter des casques. J'ai le sentiment, moi, a priori, que ça sauve des vies et que nous affichons un bilan tellement désastreux en termes de sécurité routière, la France, vraiment, que tout est bon, je dirais, pour essayer de faire descendre ce bilan. Je pense qu'il y a autre chose, vous disiez très bien, Roselyne, dans ces 80 km/h, et si on enlève cette autre chose très symbolique, concrètement, je vous le dis, je ne comprends pas la bronca contre les 80 km/h. Voilà. Alors, monsieur le maire, vous êtes le maire d'une petite commune, d'une président des maires ruraux des Yvelines. Comment vous expliquez... Alors d'abord, quelle est votre position sur ce sujet et comment vous expliquez cette inflammation sur quelque chose qui, quand on fait le bilan, a plutôt des effets positifs que des effets négatifs? Alors, moi déjà comme tout le monde, je suis pour la diminution du nombre de victimes sur nos routes, bien évidemment. Et moi, on n'est pas bloqué contre les 80 km/h. Ah bon? C'est pas vraiment, je pense que c'est la façon dont ça a été amené. Cette décision verticale on décide à Paris de quelque chose pour les territoires. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de décider de la baisse de la vitesse d'une façon générale et de dire aux élus ruraux et aux services départementaux, adaptez ça sur vos territoires en fonction des tronçons. Il y a des tronçons qui doivent être inférieurs à 80 km/h, sont aujourd'hui à 80, alors qu'à 70, c'est très bien. Puis on n'y arrive même pas à 80. Mais par contre, vous avez d'autres voies, des voies doubles, où on peut largement encore rouler à 90. Voilà. Aurait fallu peut-être un peu plus de concertation. Et moi, je pense que c'est ce qui a crispé d'abord les élus que nous sommes. On l'avait dit, c'était pas le moment de jeter l'huile sur le feu au moment déjà où on va lancer des grandes réformes dans ce pays. On a un peu cristallisé tout ça. Mais ça s'est toujours passé comme ça. Il y a des mesures globales de limitation de vitesse sur l'ensemble du réseau. On sait que sur les routes secondaires, c'était 90 et 80, que sur les autoroutes, c'est 110, et qu'il y a des modulations qui peuvent se faire localement. Pourquoi tout d'un coup, ça s'est enflammé à ce point-là? Alors, ça s'est enflammé du côté des utilisateurs des voies. Je vous ai donné le point de vue des élus. Mais ce qui a été mal perçu, c'est que nos concitoyens qui sont obligés de prendre leur voiture tous les jours pour tout, comme vous l'avez dit, pour l'école, pour les courses, etc., et pour le travail, ont vu ça encore comme une sanction. Ils ont vraiment le sentiment d'être une pompe à fric. D'accord. Bertrand Perrier. Oui, il y a deux questions, je crois. Il y a effectivement une question de méthodologie où les maires ruraux se sont sentis dépossédés d'un pouvoir et se sont sentis vu imposer quelque chose. Qu'ils n'ont jamais eu, là, dans l'occurrence. Qu'ils n'ont jamais eu, mais ils ont eu l'impression d'une méthodologie un peu dure. Et puis, je crois qu'en réalité, au-delà des 10 km/h qui, vous l'avez rappelé, créent de très petites diminutions de temps de trajet qui sont quand même à l'origine... Je vais donner le chiffre. Par exemple, sur la moyenne des déplacements en zone rurale, c'est 45 km par jour. Oui, c'est-à-dire à peu près... C'est 4 minutes, c'est-à-dire 2 minutes sur l'aller, 2 minutes sur le retour. C'est rien du tout. Oui. Par rapport, effectivement, au coût, parce que Françoise a rappelé le nombre de morts. On dit c'est 350 par an en moins, ce qui est quand même évident. On ne peut pas être contre, on peut pas être contre. Et puis c'est 50 milliards. Le coût annuel de la mortalité routière, c'est 50 milliards. On ne peut pas se satisfaire. La machine Afrique, elle n'est pas du côté des radars. Voilà, on va revenir sur les radars. C'est ça. Il y a ça aussi. Il faut mettre en balance les deux tout de même. Et le coût de la mortalité routière, il est supporté par l'ensemble des concitoyens au titre de la sécurité sociale. Je crois qu'au fond, derrière le débat sur ces limitations de vitesse,
c'était un prétexte à protester aussi contre la désertification, le désengagement de l'État dans les territoires. C'est plutôt ça, je pense, que ça a mis le feu aux poudres pour un autre débat qui, lui, était beaucoup plus profond et qui avait, à mon avis, beaucoup plus de sens que simplement une diminution de 10 km/h, qui était peut-être mal vécue, mais qui me paraît anecdotique par rapport à l'enjeu beaucoup plus lourd qui est la ruralité, la question de la présence de l'État dans les territoires. Sarah El Haïry, comment vous voyez la sortie de ce débat? Est-ce qu'il faut rester droit dans ses bottes en disant les 80 km/h c'est une bonne mesure, on n'y revient pas? Est-ce qu'on redonne la main en permettant des aménagements locaux, ou est-ce qu'on lâche tout? Moi, franchement, j'avais dit déjà à l'époque que j'allais mettre autant d'énergie à évaluer que le Premier ministre à défendre la mesure. Et finalement, c'est ça. Le sujet, il est assez simple. Moi, je pense à l'intelligence sur nos territoires. Je ne veux pas et je ne pense pas que ce soit nécessaire de revenir à un tout annuler, tout supprimer, revenir à un tout 90, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut au contraire s'appuyer sur une sorte de décentralisation de la richesse de la pensée, de la connaissance de nos territoires, des maires. Et donc dire, finalement, modulons comme ce qu'on sait faire, modulons un peu plus, prenant en compte les endroits où c'est dangereux. On maintient les 80 km/h quand c'est dangereux, quand ça ne l'est pas, qu'on puisse élargir, pourquoi pas. Mais finalement, revenir au plus proche, pour une raison toute simple. Après, il va rester, je veux dire, le sentiment le plus douloureux pour moi, c'est la perte sèche en termes de changement de panneaux. C'est quand même de l'argent public qui, pour le coup... Sarah El Haïry, je signale d'ailleurs, parce que j'ai les contributions qui arrivent sur mec.org, qui sont arrivées, et Édouard nous dit il faut conserver les 80 km/h, mais uniquement sur certaines routes ou certaines portions de route. Mais moi, Sarah, je voudrais juste dire, par rapport à ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord pour la modulation, mais la réalité, c'est que déjà, la modulation, c'est ingérable. Je prends une portion de route, ou de route de campagne. Dès que vous êtes à 90 ou à 80 maintenant, vous commencez à traverser un village, hop, vous tombez à 40, à 50. Il y a des endroits où vous tombez à 20 parce que vous êtes devant une école. Vous ressortez, vous savez toujours pas. Vous ressortez de la place du village, vous passez devant l'église, je suis à 50, je suis à 20, je suis à combien? Non mais c'est à devenir fou. Moi je roule souvent en province, je me dis, et à chaque fois vous avez forcément un Pandore qui est toujours à l'endroit où justement ça change. Dans la zone grise où vous êtes, c'est le triangle des Bermudes, entre 50 ou 20, ça sent le vécu. 80, oui, ça sent vraiment le vécu. Françoise, combien tu as de points sur ton permis? J'ai aux téléspectateurs. Mais j'ai surtout ma mère ou mes amis dans les Hautes-Pyrénées qui me tapent dessus en disant là c'est 20, hop, là c'est 50, hop, là c'est 40. On comprend rien. Donc vous imaginez le genre de délire. Bertrand Perrier, ensuite Sarah El Haïry. Dans le complément de ce que vous disiez, pourquoi pas effectivement donner aux maires une possibilité de moduler? Il y a quand même un coût politique à cette modulation. Quel maire va pouvoir dire tiens, là, sur cette portion, je vais repasser à 90 et politiquement, va aux élections assumer un accident qui aurait lieu sur cette portion-là. Donc il y a quand même un gros problème. L'uniformité a ses inconvénients, mais le coût politique d'une modulation n'est pas négligeable non plus. Eh bien moi, par rapport au coût politique, moi je pense que c'est un investissement politique. Parce que finalement, les maires, il faut le voir dans le sens inverse, les maires connaissent leur territoire. Et ceux qui assument de descendre à 30 devant une école, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'aller voir les parents et leur dire votre enfant, il a été bousculé, il a été percuté. Il y a déjà beaucoup de modulation. Mais ça, c'est de la modulation à la baisse. Et donc, du coup, on va évidemment, monsieur le maire va avoir le droit de parler. Allez, les enfants, parce que les enfants, on a Gérard de Dordogne et j'aimerais qu'on l'écoute. Bonjour Gérard. Oui, bonjour Madame Roselyne. Alors Gérard, vous, comment vous voyez les choses? Vous dites qu'il faut redonner la parole au terrain? Écoutez, moi je suis d'abord, si on doit faire une conclusion avant de faire la présentation, l'introduction, c'est la suppression des 80 km/h tel que ça nous a été présenté. On voit bien que la direction qui avait été prise était un petit peu pour la sécurité routière et la réduction du nombre des morts, mais certainement pour collecter un petit peu plus d'argent dans la poche des Français. Moi je pense que les élus, en fonction des accidents, les autorités locales sont capables et ont été capables de mettre des panneaux sur les routes. Vous avez des 50, je ne parle pas des 30, mais des 50, des 70 et des 90 km/h. Il faut leur faire confiance. Il y a des chaussées qui méritent effectivement 80, mais il y a le 70 pour prendre un petit peu un pied de pilote et augmenter la sécurité. Il faut aussi voir de l'autre côté, est-ce que nous ne pourrions pas améliorer la qualité des routes? Pourquoi il n'y a plus d'argent attribué à l'entretien des chaussées? Pourquoi les sociétés de goudronnage s'entendent
avec des guillemets, parce qu'il faut avoir des preuves, mais on voit bien que les zones d'influence de ces sociétés-là sont assez limitées, et on voit bien qu'il y a de l'entente et ça coûte une fortune pour faire réparer des routes. On pourrait derrière avoir des codes couleurs, comme ça se fait dans l'Aveyron, en fonction de la vitesse autorisée. Vous avez un code couleur au sol, vous savez en permanence à quelle vitesse vous devez rouler. Aujourd'hui, vous faites un long... Aujourd'hui, vous faites un long trajet, vous avez votre œil qui est en permanence sur le compteur et qui n'est absolument plus sur l'horizon. Et on fait attention au radar en permanence. Et on est arrivé à une situation où nous avons un parc de radar qui est à 90% sur le carreau, tellement qu'il y a eu une colère. Beaucoup de gens se sont fait attraper pour des 86, des 87 km/h. Il faut revenir à la réalité, au concret. Quand vous avez un panneau virage dangereux, le Tour-École vous a appris à lever le pied, adapter la vitesse à la situation, et il faut des bornes. On peut aussi repenser à l'aménagement du territoire. Les collectivités, les communes autorisent des permis de construire avec la sortie des individus tous les 10 mètres, tous les 15 mètres, alors que vous allez dans le 77. Mais vous dites beaucoup de choses intéressantes, Gérard. Excusez-moi, Roseline, je paralyse un peu la discussion, mais il faut revoir tout ça. Non, mais quand on dit des choses intéressantes, on ne paralyse pas la discussion, Gérard. Passionnant. Hein. Et les élus, ils sont pas bêtes. Et j'entendais votre dame tout à l'heure qui disait un élu ne pourra pas assumer le décès d'une personne, mais ça sera valable à 70 et ça sera aussi valable à 60. Bien sûr, non, mais Gérard, le problème, c'est qu'actuellement, les limitations de vitesse sont décidées par des services de l'État, les directions départementales de l'équipement. Et donc, effectivement, elles sont prises par des gens qui n'ont pas à assumer à période régulière d'affronter des élections. C'est aussi ça l'avantage des gens qui essaient de faire le mieux possible pour protéger leurs concitoyens. Je peux poser une question à Gérard? Bonjour Gérard, je trouve ça absolument super. Voilà à quoi ça sert un débat et la démocratie participative. Parce que par exemple, c'est génial, j'ignorais complètement, je ne sais pas si je suis toute seule autour de cette table, les codes couleurs. Je trouve ça génial parce que là où vous avez raison, quand je racontais mes péripéties hautes-pyrénéennes, mais je pense qu'on peut le rapporter à tout le territoire, je pense que évidemment, au lieu de regarder la route, nous sommes le nez collé en fait sur le compteur. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe dans l'Aveyron? Parce que j'ai pas vu ça, pourtant je connais un peu l'Aveyron. Dans l'Aveyron, entre Rodez et puis Sévérac-le-Château, parce que c'est là que je l'ai le plus remarqué, vous avez une bande de peinture, elle correspond aux 50, une autre correspond aux... Et vous savez en permanence, et ça serait super facile. On en fait des choses dans l'Aveyron. Non, c'est génial. Non, mais c'est génial, ça. Dirait Philippe Meyer. Non, mais avec ça, si vous voulez, vous êtes de suite dans l'atmosphère de la vitesse à respecter, et puis vous n'avez plus à surveiller ce compteur. Merci. Merci beaucoup, Gérard. Merci, Gérard. Sarah El Haïry. Moi, je voulais vous remercier également parce que, en fait, vous avez mis en lumière plusieurs possibilités et plusieurs manières. Je veux dire, ensemble, toutes les personnes qui sont autour de ce plateau, où globalement, tout le monde veut lutter contre la mortalité sur la route. Je pense que là, pour le coup... Quand on a annoncé un jour à une famille la mort d'un enfant rentrant, ça vous a peut-être arrivé, monsieur le maire, quand on sonne à 7h du matin parce que le gamin s'est tué, on sent le vécu, en sortant d'une boîte de nuit, je vous garantis que ce jour-là, on devient des militants de la sécurité routière. Sarah El Haïry. Exactement. Et quand on voit que le passage sur certaines routes de 90 à 80 permet de sauver une vie, c'est-à-dire que la personne... L'accident, il ne vient pas de ces 10 km/h, soyons clairs, soyons honnêtes. C'est pas ces 10 km/h. Par contre, ils peuvent sauver le fait d'être vivant ou pas vivant. Et finalement, moi, je pense que redonner la main pour pouvoir adapter, c'est aussi tout ce que font les maires sur nos territoires, avec les ralentisseurs, avec plein de choses. Et pourquoi ne pas aller au bout et finalement penser la sécurité routière au plus proche et au quotidien. Sarah El Haïry, je voudrais quand même verser une pièce au débat. Elle fait les gros titres des journaux ce matin, du Parisien en particulier, où on met quand même la dégradation des radars. Est-ce que c'est quelque chose d'acceptable sur le plan citoyen, sur le plan démocratique? On regarde le coût. 60% des radars, à la suite de ça, des radars en France ont été vandalisés en 2018. Le coût global représente 512 millions d'euros. Un demi-milliard
Je ne sais pas s'il l'était, mais je vous donne un chiffre. Vous savez combien ça coûte de réparer un radar? Non, je ne sais pas, François. 80 000 euros. Oh. Oui, alors monsieur le maire... 80 000 euros pour un radar. Vraiment, quel que soit par ailleurs l'avis qu'on puisse avoir sur les 90 ou les 80, il y a quand même quelque chose qui déraille, non, mais les dégradations, quelles qu'elles soient, de toute manière, c'est insupportable. Voilà. Oui. Je pense que dans ce chiffre-là, il y a aussi le manque à gagner. Je crois que oui, il y a les deux. Vous avez raison, monsieur le maire. Il y a le manque à gagner pour les amendes et la réparation des radars. Et moi, j'ai constaté aussi sur notre territoire qu'un bon nombre de radars avaient été filmés, mais par les services compétents. Parce qu'on voit que sur le film, c'est marqué dessus, hors service. Voilà. Je pense qu'il y a eu de la prévention aussi. Mais il n'en reste pas moins qu'il y en a eu quand même beaucoup de dégradés. Ça, c'est insupportable. Vous aimeriez avoir des codes couleurs, vous, par exemple? Je ne sais pas de quelles compétences relève le choix des codes couleurs, mais je trouve ça effectivement très intéressant et ça évite en effet d'avoir le nez, comme le disait Gérard tout à l'heure, collé sur le limitateur de vitesse. Ce que je trouve intéressant dans ce que disait Gérard aussi, c'est le côté multifactoriel de la question de la sécurité routière. C'est-à-dire que c'est pas seulement une question de vitesse, c'est aussi une question d'entretien des routes. Et il est vrai que moi je vais dans le Berry très fréquemment et ma foi, de temps en temps, les routes sont un peu aléatoires et donc il y a aussi un effort budgétaire des services de l'État et d'entretien. C'est-à-dire que c'est pas seulement une question de vitesse qui apparaît un peu administrative, un peu brutale et un peu uniforme. On insiste, et je vais me tourner vers monsieur le maire, c'est aussi que c'est pas très valorisant la réparation des routes. Mais c'est quand même très nécessaire. Parce que ça s'inaugure pas. Et puis alors, il y a les routes. Et puis alors, non, il y a une dernière chose, c'est alors on est dans le millefeuille administratif le plus total. Il y a les voies communales, les voies départementales. Non mais c'est vrai. Elles sont quand même bien attribuées. Oui, elles sont bien attribuées, mais enfin elles sont diversement attribuées. Monsieur le maire, on n'a pas fait. Écoutez, on n'a pas fait un peu trop de ronds-points et on aurait mieux fait de faire de l'entretien des routes. Certainement. Et on voit là depuis un certain nombre d'années avec la baisse des dotations, notamment, et nos chaussées se dégradent. C'est général. Donc les habitants, alors c'est là où c'est un peu paradoxal, c'est que les gens râlent parce que les chaussées sont abîmées. Quand vous les refaites, ça devient des autoroutes. Et là, on vient me voir pour me dire il faut mettre des ralentisseurs parce que maintenant ça roule trop vite. Alors écoutez, Sarah El Haïry, je vous repasserai la parole en priorité. On fait une respiration de quelques minutes. Vous allez boire un petit café et vous revenez nous écouter. Le débat continue dans l'heure de Bachelot. À tout de suite. Et nous voilà de retour dans l'heure de Bachelot, l'heure du grand débat. On parle du 80 km/h. Pour vous, si j'ose dire, la messe est dite, même pour ceux qui n'y vont pas. Vous êtes à 70% opposés à cette mesure du 80 km/h et vous souhaitez qu'on revienne donc il y a un petit Français sur 5 qui souhaite qu'on y reste et vous souhaitez qu'on revienne à la limitation à 90 km/h avec des subtilités, on l'a bien entendu avec Sarah El Haïry. Là, vous voulez moduler. Pas de retour braque ou suppression totale. On module et on fait confiance au territoire et aux maires. C'est bien un truc de centriste, en fait. Mais je crois foncièrement dans les élus. Quelle est mauvaise, cette femme. C'est pour ça, on va aller voir quelqu'un de raisonnable. Patrick de Savoie. Bonjour, Patrick. Bonjour Roselyne, bonjour à tous. Alors Patrick, vous seriez plutôt pour rester aux 80 km/h. Vous faites partie un Français de la minorité des 80. Oui. De toute façon, oui, il faut rester à 80. Quand on voit l'état de nos routes, c'est pitoyable. Ouais. Donc déjà, le Français... vous êtes où en Savoie, Patrick, exactement? À Chambéry. Ah, d'accord, ok, à Chambéry, d'accord. Et vraiment, les routes sont en très mauvais état? Nos routes sont pas en bon état, oui, c'est mal entretenu. Ouais. Oui, maintenant les communes, les départements, on leur donne plus beaucoup d'argent pour faire l'entretien des routes, donc ça devient pitoyable. Et puis de toute façon, le Français est très indiscipliné, donc il vaut mieux rester à 80. Vous êtes pour le 80 km/h parce qu'on conduit comme des sagouins. Oui, on conduit comme des sagouins. Le Français est très indiscipliné. Alors Sarah El Haïry, réagissez à Patrick. Comment dire? Moi, alors,
Moi, je suis pas pour maintenir le 80 km/h de manière uniforme, mais plutôt de penser les vitesses en fonction des territoires. Par contre, ce que je souhaitais dire, c'est que oui, peut-être les routes doivent être améliorées. On connaît tous des routes qui sont peut-être pas top, mais pour avoir voyagé aussi en Europe, j'ai envie de dire, arrêtons de nous auto-flageller. Nos routes sont quand même en plutôt bon état. Ouais. En général, on a des routes sur l'ensemble de notre territoire. Qu'il y ait des améliorations, c'est clair, c'est nécessaire. Mais on a aussi les causes aggravantes des accidents, c'est aussi l'alcool, c'est aussi la drogue, c'est aussi des fois le téléphone portable. Le téléphone portable, vous avez tout à fait raison, Roselyne. Donc, prenons dans la globalité, je veux dire, la vitesse n'est pas l'alpha et l'oméga de la sécurité routière. Mais si on s'appuyait un peu plus, mais parce que, vous savez, Françoise, on aime les élus, on les connaît, parce que si on s'appuie un peu plus sur les élus de territoire, eh bien, on penserait un peu mieux notre vie du quotidien. Ils sont dans cette vie du quotidien. Voilà simplement ce que je souhaitais partager avec vous, Patrick. Il y a un point aussi à ajouter, il faut savoir que la France est un pays, contrairement à beaucoup de pays d'Europe, est un pays peuplé. Et que le réseau routier français, je porte sous votre contrôle, monsieur le maire, du fait de ce peuplement qui est très, très parsemé, contrairement à ce qu'on peut penser, très étalé. Merci, je cherchais le mot, François. C'est pas grave, je vous en prie. Merci de venir à mon secours. C'est normal, parce qu'il faut bien vous aider à partir d'un de texte à trous. Et effectivement, il y a beaucoup de petites routes secondaires, de chemins vicinaux. Ça représente quoi dans votre budget, monsieur le maire, cet entretien des routes? C'est important Ah oui, alors, moi, dans ma commune, maintenant on est dans une communauté urbaine, on a transféré cette compétence à la communauté urbaine, mais en gros, ça représente presque 30% quand même du budget de fonctionnement. Ah oui, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, c'est beaucoup. Et c'est beaucoup, on a beaucoup de... Pardon, mais est-ce que vous avez subi les effets des baisses de dotation étatiques qui vous auraient conduit à reporter, par exemple, des travaux de réfection? Ah bah oui, énormément. Globalement, les routes départementales, le réseau départemental est assez bien entretenu, je vous le dis. Oui. Mais les voies communales, c'est plus compliqué. Moi, j'ai un village qui est très étalé, par exemple, pour parler que du mien, mais la route principale est très, très, très vieille, elle est faïencée de partout, et on n'a pas les moyens, ça fait... Qu'est-ce que ça veut dire faïencée? Faïencée, c'est-à-dire qu'elle est fissurée. Elle est fissurée. Il y a des poules, etc. Voilà, donc une assiette en faïence, les espèces de... Comme on n'a jamais eu les moyens d'investir, parce que ça coûte plusieurs millions d'euros pour la refaire dans son entier. Donc Combien de millions d'euros vous avez? Plusieurs millions d'euros, j'ai pas le chiffre en tête pour la refaire. Elle fait 5 km de long. Donc, vous voyez, c'est un peu inaccessible. Donc on met des rustines. Donc, voilà. On a un programme, on met 20-30 000 euros chaque année pour reboucher les trous. Ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Et donc du coup, c'est pas formidable sur le plan de la sécurité. Moyen, voilà, c'est moyen. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a refait un beau tapis, les habitants sont venus toquer à la porte de la mairie pour dire ah oui, maintenant ça roule trop vite, alors que 6 mois avant tout le monde râlait parce que et donc il faut remettre un rond-point. Et après on nous demande de mettre des dodanes, des ralentisseurs. Enfin voilà. Alors vous, le maire, vous nous dites finalement la réfection de ma voirie communale, celle qui est de votre responsabilité, elle est dans l'état actuel, ça représente une masse d'argent considérable et ce n'est pas accessible à mon budget tel qu'il est structuré actuellement. Qu'est-ce que vous attendez du grand débat justement qu'est-ce que vous attendez qui change, qu'on vous ôte cette responsabilité? Parce que évidemment on peut toujours dire on va augmenter les dotations, mais où trouver l'argent? Il y a deux choses. Soit on est dans une métropole et à ce moment-là, on transfère aux communautés urbaines ou aux métropoles cette compétence et à ce moment-là, c'est ou le département ou la région qui fera, enfin, ou la métropole. Soit on redonne, dans les secteurs ruraux, on redonne un peu plus de moyens. Vous savez qu'aujourd'hui, quand l'État donne 1 euro de dotation pour un habitant rural, il en donne 2 pour un habitant des villes. Voilà, ça c'est un profond déséquilibre, ça, aujourd'hui. Et le manque de transport collectif, le manque de services publics, vous voyez, tout ça, c'est ça qui a créé tout ce sentiment un peu d'abandon et cette colère qu'on voit dans nos communes. Et pourquoi les gens râlent par rapport aux 80 km/h? C'est parce qu'ils sont obligés de prendre leur bagnole tous les jours pour toutes les activités. Ils se disent, c'est encore nous qu'on va pénaliser. Sarah El Haïry, avant de passer la parole à Thierry du Vaucluse.
Une réaction très courte. En fait, on a une opportunité presque, je veux dire, en or. Il va y avoir la grande réforme de la fiscalité locale où on va pouvoir repenser ça. Une route communale, les gens du bassin de vie passent dessus quand même. Je veux dire, c'est pas je m'arrête, c'est ma ville, je passe dedans. Il y a un moment, il faut une solidarité entre les territoires et peut-être repenser cette question de compétences et remonter à l'intercommunalité, en tout cas à la communauté de communes si elle en est. Mais un autre sujet, je veux dire, cette colère quand elle est montée, quand elle a explosé, c'est pas uniquement la question des 80 ou pas 80, c'est globalement la question de la mobilité et de la justice territoriale. Et quand on voit que sa route, elle n'est pas bien, qu'en plus, son école, elle est un peu en danger, qu'on n'a plus le car parce qu'il n'y a pas assez de monde qui monte dedans, alors c'est un sujet plus global de comment je me déplace. Et j'ai envie de vous dire, allez, débattons, profitons de ce moment pour inventer de nouvelles Le 80 km/h, il ne faut pas le vendre par appartement, il faut repenser toute la question de la mobilité, de l'urbanisme. Un mot quand même pour faire un petit cocorico, Bertrand, juste une seconde pour dire quand même que quand on s'est baladé, aller en Allemagne, dont on nous vante la qualité de vie, allez donc rouler sur les routes allemandes ou sur les routes belges. Quand vous arrivez à Bruxelles, je me demande comment on ne se tue pas quand on est en moto. Le réseau quand même français, honnêtement, les autoroutes, je leur tape assez dessus pour dire que quand même, en termes d'entretien, autoroutes et routes départementales, c'est top. Bertrand, et juste d'un mot, en lien aussi avec un autre débat qui est au cœur des questions des Gilets jaunes, qui est le débat de l'environnement, de la protection de l'environnement, parce qu'on ne peut pas dissocier la question de la vitesse de la question de la pollution, qui est aussi un enjeu important. Absolument. Thierry du Vaucluse. Alors Thierry, bonjour. 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 Vous voyez les choses comment, vous, dans ce débat sur les 80 km/h? D'abord, est-ce qu'il faut revenir sur cette mesure, la supprimer? Comment vous voyez les choses? Moi, je suis pour qu'on révise qu'on revienne dessus. Je ne suis pas d'accord dessus. C'est-à-dire que je trouve que c'était pas le moment de proposer ça, que c'est pour Macron une façon de dire, vous voyez, j'ai fait des réformes, et je trouve ça un petit peu limite. Oui. Ensuite, par rapport au code couleur, je suis tout à fait d'accord. L'idée qui a été eue, je trouve ça l'idée assez... Ouais. Merci Roselyne. L'Aveyron en pointe, c'est génial. Oui, non, mais... Pardon Thierry, une question, oui. Bonjour, c'est Bertrand Payet. Donc vous prenez votre véhicule pour aller travailler, vous le prenez quotidiennement? Alors, souvent je vais à Lyon, mais en ce moment je suis au chômage, donc ma voiture je la prends pas souvent. Oui, mais c'est important pour retrouver vous faites des recherches d'emploi et pour trouver, aller aux entretiens que vous avez avec des employeurs, j'imagine que vous prenez votre véhicule. Tout à fait, sachant que là j'ai eu une formation qu'on m'a imposée et que j'ai dû aller régulièrement à Cavaillon. En fait, j'habite vers Vaison-la-Romaine. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Et donc, vous estimez que la limitation uniforme à 80 est une entrave pour vous, je le comprends. Mais est-ce que vous entendez aussi que la sécurité routière passe par une modulation à la baisse de la limitation D'ailleurs, les résultats ne sont pas uniformes. Hein. C'est un peu mieux sur novembre, je crois, mais septembre a été un mauvais mois. Donc, on ne peut pas non plus faire de généralité. Oui, tout à fait. Mais par exemple, moi qui suis nouveau dans le Vaucluse, je suis quelqu'un qui, quand c'était à 90, je roulais à 90. J'ai remarqué que les gens de Vaucluse roulaient plus vite. Oui, les gens du Sud, hein. Alors, il n'y a pas de racisme anti-Sud. Mais moi, je suis du Sud. C'est très bien qu'on a du mal. Mais je sais bien que dans le Sud, on a un peu de mal, avec les règles comme ça. Hein, je l'assume. C'est juste une remarque. Parce que souvent, les gens, quand ils me disaient « Oh là là, tu roules pas, tout ça », alors je dis « Bah oui, mais il y a une limitation à 90, je roule à 90. » Et normalement, vous répondez « On s'en fout. » J'en fais partie des gens qui répondent « On s'en fout. » Donc... Non, mais Thierry, je crois aussi que vous soutenez que cette affaire a été faite uniquement pour trouver des sous. Je résume peut-être de façon caricaturale votre pensée. Oui. Je pense que c'est ça, oui. C'était pour enflouer les caisses et que pour le français, c'était pas du tout la priorité, même si c'est pas une grosse somme, mais de dépenser cet argent pour refaire tous les panneaux et tout ce qui s'ensuit. C'était pas la priorité des premières réformes à faire. Merci Thierry. Il y a eu quand même une décision de prise, Sarah El Haïry, pour que les fonds ainsi collectés soient donnés à l'entretien des routes. Exactement. En fait, il faut rappeler les choses.
quand cette décision a été prise, pour ne pas avoir ce faux procès de c'est pour récupérer de l'argent pour remplir les caisses. On a pris l'engagement de dire c'est pour l'entretien des routes et c'est pour lutter contre la mortalité sur les routes, mais surtout pour la sécurité routière avec de la prévention. Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Oui, les radars, quand ils flashent, on est toujours, on n'est pas content, quand c'est le 2-3 km/h en plus, soit. Sauf qu'en attendant, s'il y a des limitations, c'est pas pour embêter les Français, c'est pour que ça circule Édouard correctement. Philippe dit même les emmerder. Oui, moi j'osais pas être aussi trivial. Sauf que ça c'est quand même le ressenti sur le terrain. Mais la pression fiscale de notre pays, elle est très élevée, et les Français, ce qu'ils ont eu, c'est le sentiment qu'on leur en réclamait encore plus. Voilà, qu'on cherchait par tous les moyens à leur piquer de l'argent. Alors que non. Voilà, parce que le radar. Le symbole du radar, c'est quand même tirelire. Alors que non. Oui, parce qu'il est toujours en bas de la descente, il est toujours derrière le pont. Enfin, on le connaît, celui-là. On l'a tous vu. On a tous été flashés. On a tous été... Je viens de recevoir que j'en avais plus que 7 points, et ça m'a pas fait plaisir. C'est pour ça que tu me poses la question. Mais oui, mais soyez très clair, c'est pour essayer de faire une compétition de points. Eh ben non, j'y suis, moi. Non, mais il faut quand même rappeler... Il faut rappeler la réalité et dire que non, le budget de l'État ne se fonde pas sur les radars. Oui, c'est jamais agréable, sauf que la réalité, c'est qu'on a besoin réellement d'avoir confiance dans le système. Il n'y a pas un gouvernement qui va se dire je vais mettre du radar pour faire rentrer de l'argent. Si, tous les gouvernements. Non mais Sarah, vous êtes d'une naïveté quand même. Pas du tout. Attendez, Françoise. Le coût de la mortalité, de l'accidentalité routière est sans comparaison. Si on arrive à faire baisser la mortalité, ce sont des milliards d'euros économisés, monsieur le maire. Une optimiste, toi, François. Et juste un mot. Le coût des absences, parce qu'il y a ça aussi. Il y a le coût de la sécurité sociale, c'est effectivement terrible. Et puis il y a le coût des jours d'absence, des personnes qui sont blessées dans des accidents de la sécurité. C'est énorme. Philippe Géland. Pardon. Peut-être que si on veut un jour, peut-être dans 20 ou 30 ans, sortir de la répression routière, il faudrait peut-être reprendre le problème à la base. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être avoir, tout au long de sa vie, un parcours de la mobilité. Commencer dès le plus jeune âge à apprendre ce que c'est et le partage de la route, des voies en général, dès tout petit, et que cette formation nous suive tout au long de notre vie pour qu'on puisse adapter notre vitesse, puisqu'on parle de la vitesse, en fonction de la chaussée, de son état, de la météo, du véhicule dans lequel on est. Voilà, parce que on n'appréhende pas un virage de la même façon qu'avec une Dauphine de 1960 ou avec un gros SUV aujourd'hui qui est suréquipé de je vais dans votre sens en disant que, par exemple, au Japon, qui est un pays que je connais bien, à partir d'un certain âge, vous êtes obligé de repasser votre permis. Oui. Et je trouve que ça, honnêtement, alors je ne veux pas taper sur les personnes âgées, c'est pas le sujet, mais à partir... Non, mais vous n'êtes pas considéré comme tel. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que même une formation, j'ai envie de dire, tout au long de la vie, parce qu'entre vous et moi, je ne sais pas Bertrand Perrier, moi, si demain je dois repasser le permis, je suis sûr que j'ai pas le code. Je suis absolument certaine. Donc il y a aussi ça dans la sécurité. Je ne sais pas si j'aurais mon bac si je devais le repasser. La question de visite médicale régulière, je crois vraiment au Japon, la vue, il faut réfléchir globalement à la sécurité routière. Alors, on a notre plateforme participative sur laquelle vous pouvez intervenir sur tous nos débats de la semaine, bien sûr. N'hésitez pas. Il faut confier l'implantation des radars automatiques aux collectivités locales, mais nous avons, ce qui rejoint un consensus de cette table, députés, maires, avocats, journalistes, mais nous avons Nicolas de Gironde qui n'est pas d'accord. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour à vous Nicolas. Je souhaitais souligner mon intérêt justement pour le code couleur, qui est une très bonne idée déjà. Et moi j'ai une autre idée à soumettre, c'est de décharger nos élus de cette tâche de définir les limitations. Tout simplement parce que déjà il y a une frustration au niveau des automobilistes par rapport à la limitation, et d'autre part, par exemple dans le Pays Basque il y a des routes sinueuses et les limitations ne sont pas du tout adaptées à la vitesse normalement de circulation. Donc ce que je pensais, c'est est-ce qu'un organisme comme la sécurité routière ne pourrait pas sillonner les routes avec un système GPS, une vitesse adaptée, sans tenir compte des panneaux actuels, ce qui permettrait de définir une vitesse vraiment adaptée en fonction des routes.
C'est drôlement bien, la technologie moderne. Nicolas de Gironde souhaite des vitesses extrêmement modulées selon les portions de route. Il ne faut pas non plus que ça tourne au cauchemar dont parlait Françoise à l'instant. On est pendant 3 km à 50, et puis alors on va être pendant 2 km à 40. Ça sent le vécu aussi pour vous. Je vois, c'est pour ça que j'ai plus de voiture. Il faut faire confiance à l'automobiliste quand même qui doit savoir, et c'est une obligation légale d'ailleurs, adapter sa vitesse à la situation. Et indépendamment même du respect de la limitation, constitue une infraction pénale le fait de ne pas adapter sa vitesse à l'environnement routier. Dit-il après avoir perdu 5 points sur les routes du Berry. Mais totalement. Alors je voudrais merci Nicolas, mais de toute façon la modulation que vous souhaitez, elle peut certainement être affinée avec les technologies modernes. Vous avez tout à fait raison. Excusez-moi, Roselyne, mais en réalité, Nicolas, il est presque d'accord avec nous, puisque avec moi, j'avoue. Mais le centrisme est en force aujourd'hui, ce matin, et en fait, c'est utiliser en plus cet outil de nouvelles technologies pour les élus locaux qui connaissent le territoire, pour peut-être les derniers ajustements et étayer. Mais je veux dire, arrêtons. Évaluons, et ce qui ne marche pas, on le change. Mais je veux dire, il faut arrêter d'être crispé sur des vérités pérennes et ad vitam aeternam. On peut changer les choses en s'appuyant sur les gens qui le vivent au quotidien. Bertrand Perrier, je voudrais qu'on fasse un peu de politique. Et justement, c'est ça que je voulais dire. Parce que tout de même, c'est une mesure qui a été portée par Édouard Philippe, un peu seul, qui dès l'origine n'avait pas l'intérêt majeur du président de la République. C'est vrai. Et il y a une forme ni de ministre de l'Intérieur de l'époque. Ni du ministre de l'Intérieur de l'époque. Et donc, dans l'équilibre institutionnel, il y a une sorte, vous savez, parfois, dans les terrains de tennis, il y a l'arbitre de chaise qui overrule un arbitre de ligne. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il va finalement dépasser l'arbitrage qui avait été fait par Édouard Philippe. Et d'un point de vue politique et institutionnel, il y a un peu un lâchage en règle d'Édouard Philippe par Emmanuel Macron sur ce sujet. Donc on a bien compris que finalement il était prêt à sacrifier cette mesure parce qu'il ne s'était pas impliqué lui-même dedans et que dans l'équilibre institutionnel c'est pas la mesure qui lui tient le plus à cœur et donc il est prêt à la lâcher parce que c'était un peu celle du Premier ministre. Ah oui, en tout cas oui et non, parce que ça constitue vraiment un marqueur pour Édouard Philippe. On voit que quand même Emmanuel Macron depuis le début des 3 mois particulièrement secoués que le gouvernement est en train de vivre, on sent que Emmanuel Macron, même s'il y a des tensions très forte avec son Premier ministre, est quand même dans l'obligation encore un peu de le garder. Et on sent que c'est une pomme de discorde, ce 80 km/h. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il ne l'a pas fait dans les règles de l'art. C'est d'une cruauté. On va voir cette mesure. Quand il dit, je l'avais dit en début de mon propos, on va essayer de mettre un peu d'intelligence. Sous-entendu, il y a un imbécile qui a pris une mesure. Ça vaut Sarko et son collaborateur en parlant de Fillon, franchement. C'est très inélégant, j'ai trouvé. Moi, ce que j'ai vécu, c'est un Premier ministre qui a défendu, par conviction, une mesure. Il était dans le droit de Jacques Chirac. Il a été vraiment avec beaucoup de conviction, mais qui a accepté aussi, parce qu'on a eu un certain nombre d'échanges, d'évaluer un moment la mesure, parce que les débats ont été riches avec, je veux dire, à l'Assemblée aussi. Il a répondu à beaucoup de questions. Moi, ce que je vois, c'est un changement de méthode. C'est ni un lynchage, ni un lâchage. Enfin, moi, je vois juste un changement de méthode. Oui, c'est un lâchage, quoi. Non, je vois ni l'un ni l'autre. Dire, on va peut-être le faire plus intelligemment, pardon. Vous aimeriez qu'on parle comme ça de vous, Sarah? Je crois pas. Un changement une avancée, une opportunité pour répondre au Philippe Géland, la voix de la raison sur ce plateau. Non, mais le président de la République a été, je veux dire, un peu obligé de lâcher un certain nombre de choses quand il s'est retrouvé au milieu des maires, et notamment dans l'Eure. Oui, moment, il n'a rien lâché, pour le moment. Non, mais voilà. Donc c'est là qu'il a un peu changer de position, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, ça prouve qu'il entend. Oui, mais un peu face au terrain aussi. Mais, on sent bien que le contexte favorisait ce changement de pied. Qu'on soit tous d'accord, il ne faudra pas focaliser le grand débat et le résultat du grand débat autour des 80 km, parce que c'est pas ça qui va changer le sort des Français. Exactement. Peut-être que si ça économise 200 ou 300 morts, ça changera la vie de beaucoup de familles. Non, mais on est d'accord, mais pas sur le fond du problème absolument. des Gilets jaunes. Écoutez, le débat, évidemment, on va le continuer dans l'heure de Bachelot. Audrey va bientôt rentrer en plateau, mais surtout ce soir, le grand événement, c'est ce grand débat qui va se dérouler à partir de 20h45, la grande explication menée par David Pujadas, qui va mettre
en collaboration avec RTL et Le Figaro, en face à face, la France qui décide et puis la France qui vit au plus près, au contact des territoires et des réalités du terrain. C'est vraiment un très très grand rendez-vous qu'il y a ce soir à ne pas manquer sur LCI à 20h45. Autre grand rendez-vous, autre grand débat, Audrey. Alors, bonjour dans Audrey bonjour, bonjour Audrey. Notre éditorialiste aujourd'hui, ce sera Alain Duhamel. Notre invité, Florian Philippot. Thierry Moreau nous racontera les coulisses de ce grand événement sur LCI ce soir, la grande explication avec David Pujadas. Monia Cachemire nous dira que l'opinion des enfants sur les gilets jaunes compte aussi. C'est la nouvelle mode dans les cours de récréation, vous verrez. Ils doivent jouer aux gilets jaunes. Bien sûr. Benjamin Cruard nous parlera du coup de gueule des gilets jaunes contre les forces de l'ordre sur Internet. Ça fait parler. Gérald Kierzek de l'alerte des autorités sanitaires sur les substances toxiques dans les couches. Et la ministre Agnès Buzyn vient justement de s'exprimer à ce sujet. On l'entendra. Donc des sujets très intéressants. Nous, on se retrouve demain. Le sujet de demain, vous pouvez tout de suite intervenir sur make.org. C'est le pouvoir d'achat, c'est l'augmentation des salaires. Dieu sait si c'est quelque chose qui impacte votre vie quotidienne. Et on se donne rendez-vous dès 9h dans l'heure de Bachelot, qui est bien l'heure du grand débat. Et en tout cas, vous passez une très bonne journée que vous allez passer sur LCI, bien évidemment.